Bonsoir et donc d'abord merci de cette possibilité de conclure cette journée. Je ne reprendrai pas de manière détaillée l'ensemble des points clés qui ont été abordés, mais je vais essayer de prendre un peu de distance et je vais apporter mon regard de climatologue. Donc demain nous publions la réactualisation des indicateurs clés du climat et de l'influence humaine jusqu'à la fin de l'année 2025. Pour en résumer les points clés, tout augmente. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, la perturbation, les concentrations dans l'atmosphère, la perturbation radiative, l'accumulation de chaleur et le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre et le réchauffement dû aux activités humaines qui atteint jusque fin 2025 1,37 degrés et se poursuit à un rythme record. Depuis l'accord de Paris en 2015, c'est un réchauffement supplémentaire de 0,27 degrés. Un niveau de réchauffement d'1,5 degré sera atteint inéluctablement dans quelques années. Ce que l'on observe se situe sur la trajectoire de réchauffement qui avait été anticipée par l'exercice de scénarios et de modélisation du climat sur des générations successives de travaux, y compris la plus récente. Une des conséquences de la situation actuelle, c'est l'accélération de la montée du niveau de la mer, dont on commence seulement à voir le début des effets et qui demande à réfléchir sur le temps long. Il y a des choses qui décélèrent. Le rythme de hausse des émissions mondiales de CO2 liées à la déforestation et aux énergies fossiles, moins vite qu'auparavant. Mais le rythme d'action reste insuffisant pour nous placer sur une trajectoire compatible avec une limitation du réchauffement largement sous 2 degrés. Donc, parmi les conséquences de ce constat, les scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre utilisés antérieurement sont considérés comme moins plausibles et les nouveaux scénarios hauts atteignent la même ampleur de perturbation, mais un peu plus tard. À l'inverse, les scénarios réactualisés qui seront utilisés pour la modélisation du climat les plus bas seront un peu moins bas que précédemment et on pourra simplement par rapport à la trajectoire récente d'émissions de gaz à effet de serre et d'action pour le climat. Donc si on extrapole de manière un peu simplifiée les politiques publiques déjà mises en œuvre, on irait vers atteindre 2 degrés d'ici 2050, proche de 3 degrés sur la meilleure estimation de la réponse du climat vers 2100. Mais atteindre 3,5 degrés de réchauffement en fin de siècle, ça reste plausible si la réponse du climat du cycle du carbone est dans le haut de la plage évaluée aujourd'hui. Et même 4 degrés d'ici 2100 ne peut pas être exclu comme une éventualité à haut risque, notamment en cas de recul majeur sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ça illustre l'articulation étroite finalement entre les efforts d'atténuation, le rythme de réchauffement, l'expérience vécue d'un climat qui change rapidement, et donc le décalage entre les efforts d'adaptation réellement mis en œuvre et les besoins pour faire face au climat d'aujourd'hui, amplifiés à mesure d'un réchauffement qui se prononce par la suite pour le climat de demain. Parmi les indicateurs clés de l'état du climat qu'on réactualise cette année, on en a ajouté un, dont on n'a pas parlé, ou peu parlé aujourd'hui, c'est l'intensification des vagues de chaleur marine, un triplement du nombre de jours de vagues de chaleur marine en 30 ans. C'est vraiment spectaculaire. Ce qui se produisait rarement avec des conditions exceptionnelles devient la norme, simplement par l'accumulation de chaleur dans l'océan. Et donc les enjeux d'adaptation, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour les écosystèmes, récifs de coraux tropicaux, réduire les autres pressions, le renforcement des aires marines protégées, des pratiques de gestion de pêche qui s'appuient sur la compréhension des écosystèmes. Et j'utilise en fait cet exemple pour illustrer que les enjeux du changement climatique, les réponses d'adaptation doivent aussi tenir compte de nos interdépendances avec les écosystèmes, leurs services dont nous dépendons d'une manière structurante. Les conséquences du changement climatique rapide sont amplifiées au-dessus des continents en termes de rythme de réchauffement, sont amplifiées notamment en Europe, et se manifestent directement par une augmentation de l'occurrence d'événements extrêmes chauds, plus intenses, plus précoces, sur une saison plus longue, avec des durées plus grandes. On en a fait l'expérience vécue au mois de mai, avec un événement chaud inédit par rapport aux données précédentes, exceptionnel, mais attendu par rapport aux projections climatiques à venir. Et cet événement chaud récent, au mois de mai,
il a montré que la chaleur est un risque mortel quand on fait du sport, quand on travaille sur des toits, quand on est vulnérable. Et puis, il s'est produit pendant le temps scolaire. Et on voit l'augmentation des perturbations sur le temps scolaire. Le brevet décalé en 2019, vous vous en souvenez peut-être. Une vague de chaleur en 2025, fin juin, et puis maintenant, mi-mai. On peut aussi réfléchir aux implications pour la scolarité des dommages induits par le cyclone tropical qui a touché Mayotte, qui continue à perturber en fait les conditions de scolarité. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Penser à l'adaptation, c'est penser en fait aux personnes les plus fragiles, mais aussi à ceux dont on les dote pour être outillés par rapport à leurs conditions de réussite de leur parcours scolaire, de leur parcours professionnel, l'accès à des diplômes, à des métiers qualifiés, leurs revenus tout au long de leur vie. C'est un angle mort, en fait, des stratégies au niveau international, des indicateurs clés de l'adaptation au changement climatique. C'est un angle mort dans le suivi des impacts. Et quand on réfléchit à l'efficacité de l'adaptation, parfois on va se dire il y a ce que je mesure et ce que je peux suivre. Mais quand on ne mesure pas, on ne l'intègre pas dans les stratégies d'adaptation, c'est un angle mort. Et au final, on a beaucoup parlé de vulnérabilité aujourd'hui, et tant mieux. Parce que je pense que pendant longtemps, la culture, en fait, en France, de la gestion de risque était davantage centrée sur l'exposition et les aléas. Et puis nous, on a cette culture de l'égalité républicaine qui fait que parfois on ne mesure pas les vulnérabilités, les inégalités. Et c'est souvent un angle mort. Donc ce climat qui change vite, c'est un révélateur d'inégalité, de vulnérabilité. Et si on n'agit pas de manière structurelle, en tenant compte des vulnérabilités pour construire des stratégies d'adaptation collective, bien pensées, bien mises en œuvre, on sait très bien quel est le risque. C'est de démultiplier un ensemble d'inégalités selon les fragilités personnelles, les secteurs d'activité. Certains secteurs, comme l'agriculture, sont exposés de manière disproportionnée pour certaines de leurs activités. Les inégalités entre les territoires et puis les inégalités entre générations. Donc l'expérience vécue récente, moi quand je la regarde, je vois effectivement des efforts structurants d'adaptation, une diversité d'acteurs qui s'approprient cet enjeu-là dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, au niveau européen, au niveau de l'État. Mais j'observe aussi une aggravation des impacts et souvent de la gestion de crise. Gestion de crise, canicule, pendant le temps scolaire. Gestion de crise, feu de forêt. Gestion de crise, sécheresse et tension sur le partage de l'eau. Gestion de crise avec pluie extrême et inondations. Et cette gestion de crise, elle reflète en fait le dépassement des capacités d'adaptation actuelles. Les impacts climatiques, ce sont des coûts, des pertes, des dommages, des perturbations qui vont toucher la production agricole, la santé, les écosystèmes, l'activité économique, le coût des assurances, dont on a bien vu que c'est un enjeu critique. Et très souvent, en fait, la manière dont on a pensé la gestion de risque, ça a été par la mutualisation de risque, avec certains aspects uniques en France, le système CatNat, qui permet de mutualiser le risque, mais plutôt penser à l'angle de la réparation et insuffisamment à l'angle de la prévention. Et finalement, ce dont il s'agit dans le fait de changer d'échelle, dans la manière de penser et mettre en œuvre l'adaptation, c'est finalement renforcer des approches de prévention. Nos infrastructures, notre aménagement du territoire, nos logements, nos écoles, la manière dont on gère les écosystèmes, les cultures, les forêts, notre organisation sociale, en fait, ont été conçus, dimensionnés pour un climat qui n'existe plus. Et un climat qui s'éloigne de plus en plus vite à mesure du réchauffement planétaire. Les réponses d'adaptation qui ont été mises en œuvre, ce qui est faisable, pragmatique, c'est souvent réactif, incrémentiel, fragmenté, inégalement distribué. L'adaptation, c'est aussi un impératif, une nécessité absolue, si on pense aux forêts, si on pense au contexte de forte vulnérabilité, et pas uniquement en France, mais dans le monde. C'est la priorité pour de nombreux pays dont le développement est associé à une forte prévalence de vulnérabilité et de pauvreté. C'est l'urgence, en fait, l'adaptation. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. Et finalement, l'enjeu de l'adaptation, ça pose des questions de valeur et d'éthique. Qui veut-on protéger ? Les plus vulnérables ? Les infrastructures critiques ? Les services publics essentiels ? Ou finalement donner la priorité à ceux qui créent le plus d'activités économiques ? Pas simple. On a parlé des
la dimension multiple des objectifs qui sont nécessaires. Mais au final, l'adaptation et son efficacité, c'est un enjeu de cohésion sociale, parce que son échec risque de fragmenter, de créer de la colère, du sentiment d'être abandonné par les pouvoirs publics. Les États ont aussi des devoirs de protéger la sécurité des personnes, des biens, des activités économiques. Mais ce devoir des États, il est fragilisé par le changement climatique. J'observe en fait que les menaces liées au changement climatique ne sont pas traitées au même niveau que d'autres menaces qui touchent à la sécurité nationale, y compris géopolitique. Donc, changer d'échelle pour l'adaptation, c'est finalement se poser la question des dommages et des perturbations qui seront gérables, évitables, tolérables, de la manière de les anticiper et de construire, déployer, de séquencer tout un ensemble de mesures, d'actions qui devront être mises en œuvre les unes après les autres, en tenant compte aussi des risques interconnectés en cascade, y compris via les chaînes de valeur, les flux d'approvisionnement, les flux financiers. Est-ce qu'on a délibéré collectivement sur les risques tolérables? Est-ce qu'il y a eu des débats au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat? Est-ce qu'on a mentionné finalement la question des limites à l'adaptation ou de l'échec de sa mise en œuvre? Est-ce qu'on anticipe les pertes et dommages et leurs implications? On a donc un ensemble de défis. Et pour cela, moi, j'ai vraiment trouvé intéressant l'avis en fait, du Climate Change Committee britannique sur l'adaptation, publié il y a quelques semaines, au mois de mai. Il propose une approche systémique, structurante, avec une vision d'ensemble, un coût élevé, 11 milliards de pounds par an, une classification par priorité de catégories d'action, une évaluation des bénéfices, des retombées par rapport à ces investissements dans l'adaptation, multiples. Et puis finalement, c'est seulement 2% des investissements chaque année. C'est faible en fait, par rapport aux capacités d'investissement qu'on peut avoir, même dans des contextes économiques contraints. Les besoins, c'est à peu près la moitié de financement public et privé. Comment sécuriser en fait la mise en œuvre des financements privés à l'adaptation? C'est une vraie question. Toute la plage possible, théoriquement, techniquement, d'adaptation n'est pas forcément abordable. Donc il se pose la question de collectivement ce qu'on est prêt à consentir comme coût de l'adaptation pour des investissements pas uniquement individuels, mais collectifs, pensés comme une priorité déclinée aux différents échelons de gouvernance. Donc ça, pour moi, ça souligne le besoin d'un débat public où on s'interroge sur le niveau de résilience attendu. Et un panel citoyen au Royaume-Uni a considéré qu'il ne voulait pas plus de dommages et de perturbations qu'aujourd'hui. Et c'est associé à une compréhension très fine qu'il faudra investir collectivement, qu'il faudra y associer des priorités de moyens. Donc ça demande du leadership, ça demande de changer d'échelle, ça demande un déploiement qui soit rapide par rapport à un climat qui change rapidement. Ça demande donc pas uniquement des plans, mais aussi une mise en œuvre effective. Et aujourd'hui, on réfléchissait à la question de l'efficacité de l'adaptation. C'est difficile. Un aspect, par exemple, c'est la capacité à avoir un suivi et une observation des impacts et des vulnérabilités dans le temps. Parce que cela pourrait permettre de faire des évaluations contrefactuelles pour voir dans différents contextes, après coup en fait, l'efficacité de différentes mesures qui ont été mises en œuvre. Ça a été fait par exemple sur les plans de prévention canicule ou les risques liés à la chaleur, où on voit des choses qui ont porté leurs fruits, mais aussi une aggravation de la mortalité liée à la chaleur, qui montre que même s'il y a des choses qui ont avancé, il reste encore beaucoup à faire pour protéger les personnes les plus vulnérables. Donc les questions clés, c'est vulnérabilité, résilience, robustesse, multiples objectifs, multiples indicateurs. Et s'il reste difficile de définir ce qu'est une adaptation réussie ou efficace, on peut définir de manière plus précise ce qu'on ne souhaite pas, ce que peuvent être des exemples de maladaptation, ce qui va verrouiller des pratiques et au contraire empêcher de se préparer en engageant des transformations plus profondes, ce qui va causer davantage d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas exactement souhaitable par rapport à la réduction de risques, ce qui déplace les risques, augmente les inégalités ou dégrade les écosystèmes. Et on sait que sur les sujets liés notamment à l'eau et au littoral, sur le peu d'études disponibles en fait, c'est là où on a clairement des risques identifiés de maladaptation.
Et actuellement, donc, je reviens et je termine sur ce dernier point, on voit qu'on est sur des questions profondes, en fait, de vie démocratique, de valeurs et d'éthique. Et actuellement, dans le cadre du comité d'éthique en commun de l'INRAE, le CIRAD, l'IRD et l'IFREMER, on s'est autosaisi pour une réflexion sur les questions éthiques liées à la recherche sur et pour l'adaptation au changement climatique. J'ai été frappée de voir qu'il y a peu de cadres produits de réflexion dans ce champ de recherche scientifique et assez peu de chartes déontologiques d'ailleurs. Et beaucoup de personnes font de la recherche sur et pour l'adaptation au sein de leur propre domaine thématique de recherche. Ils ne le revendiquent pas nécessairement comme étant leur objet principal. Donc ça relève de l'éthique de la recherche. Et donc nous, on a identifié dans cette réflexion un ensemble de points qui nous intéressent spécifiquement. Les vulnérabilités, l'adaptation fondée sur les écosystèmes, la prise en compte des interdépendances, les approches Nexus, qui souvent font défaut dans la planification qui est un peu sectorielle. On voit bien que de l'atténuation à l'adaptation, on est sur des typologies de trajectoires et d'actions avec des articulations et des conséquences diverses. Ça a été dit, la première manière de réduire les risques climatiques, c'est d'arrêter d'y contribuer et d'atteindre la neutralité carbone. Il faut quand même le rappeler. L'adaptation, c'est une nécessité absolue dans certains contextes. L'adaptation, elle peut être atténuatrice, elle peut permettre de stocker du carbone ou d'éviter les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et cela conduit à de multiples lignes de tension et des incertitudes concernant les résultats. La manière de produire les connaissances pose aussi un ensemble de questions éthiques. Dans les informations que, par exemple, les sciences du climat fournissent à la société, il y a un risque de ne pas explorer tout le spectre des possibles, ce qui pourrait conduire, par exemple, sur des questions liées aux ressources en eau, à passer à côté de la possibilité de sécheresses répétées, hivers et étés successifs, qui pourraient conduire à des maladaptations. On est aussi sur de nouveaux impératifs pour le secteur scientifique sur le sujet. La pluridisciplinarité qui est essentielle, le caractère transversal, la co-construction, les partenariats, y compris avec nos collègues des Suds, le travail et la communication avec les parties prenantes, qui est essentiel. On est aussi sur des enjeux liés aux échelles de l'adaptation, dont on a parlé tout à l'heure, le caractère très spécifique à chaque contexte, la complexité des enjeux temporels, ce qui est faisable à court terme, et puis en même temps la nécessité impérieuse de tenir compte des générations actuelles et futures et de leurs droits fondamentaux, dont on n'a pas parlé ou peu parlé aujourd'hui. La difficulté à définir ce qui serait de manière absolue un bon résultat de l'adaptation. Est-ce qu'il faut que l'adaptation vise le bien en soi ? Quels sont les critères de réussite ? Est-ce que ça ne devrait pas être des trajectoires d'adaptation qui produisent de multiples bénéfices pour une diversité d'entités concernées, mais aussi peut-être d'appuyer des trajectoires d'adaptation qui puissent être flexibles, avec des possibilités de réorientation si les connaissances ou l'expérience de terrain évoluent. Une adaptation qui vise à éviter, dans la mesure du possible, les effets négatifs et promeut la justice à l'intérieur et entre les générations. Une adaptation qui s'appuie sur les valeurs culturelles propres à chaque contexte. Et puis, dans les typologies de l'adaptation, il y a toujours un arbitrage parmi des valeurs. Par exemple, en fait, il y a vraiment des visions qui peuvent être très contrastées et contestées, portant sur les solutions dites fondées sur la nature, ou bien sur les solutions dites techno-scientifiques. Et le volet technique ou scientifique peut présenter l'avantage de pouvoir être testé ou rapidement mis en place, mais est-ce qu'il ne donne pas à des ingénieurs ou des scientifiques l'impression d'être les seuls légitimes pour définir les solutions d'adaptation qui peuvent avoir de multiples conséquences ? Peut-être ça mérite d'être pensé dans le cadre d'enjeux de bioéthique au sens large, avec un renforcement de l'ouverture démocratique. Qui arbitre ? Qui définit les priorités ? Donc des enjeux citoyens, sociaux, politiques, et pas exclusivement scientifiques ou techniques. Donc ces enjeux rejaillissent sur des difficultés liées aux arbitrages, aux priorités, à la hiérarchisation. Sur quoi devrait-on mettre l'accent en priorité ? Les infrastructures critiques, l'accès aux services publics essentiels, là où on a les plus d'enjeux liés à la souffrance, aux vulnérabilités. On a beaucoup parlé de l'adaptation en Europe et en France, un peu moins dans les Outre-mer, très peu dans les pays du Sud.
On est sur des enjeux majeurs de coopération, de solidarité. Il y a les aspects visibles de l'adaptation dont on a parlé, les infrastructures physiques, mais il y a aussi des dimensions qui sont essentielles dans la vie commune, moins tangibles, mais essentielles. Les liens sociaux, les valeurs collectives, le patrimoine culturel. Il est important de l'intégrer dans la réflexion sur les enjeux et les stratégies de l'adaptation, pour ne pas que ça démolisse en fait notre manière de vivre ensemble. Et puis la dernière chose que je voulais aborder dans cette réflexion un peu large, c'est la question de la responsabilité. Pour que des actions fonctionnent, il faut qu'il y ait des gens qui soient responsables de les mettre en œuvre. Qui est responsable de la mise en œuvre effective ou efficace de stratégies d'adaptation? Est-ce qu'il existe des contentieux juridiques pour insuffisance d'adaptation? Est-ce que c'est une responsabilité au niveau de l'État, au niveau des collectivités territoriales, au niveau des entreprises? Parfois, certains ont une vision qui tend à déporter la responsabilité sur les individus. Mais en réalité, la construction de ces stratégies d'adaptation ne peut être que collective. Par exemple, si on prend les plans climat, air, énergie territoriaux, qui ancrent localement, finalement, des stratégies d'adaptation à l'échelle de territoire. Qui est responsable si les objectifs ne sont pas tenus? C'est une vraie question, en réalité. Et c'est peut-être une condition clé de la capacité à porter une adaptation qui soit efficace. Et puis la dernière chose, c'est, vous avez vu l'avis de la Cour internationale de justice l'été dernier qui considère que, vis-à-vis de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les États ont des obligations et des redevabilités. Ça a été d'ailleurs associé à un vote de l'Assemblée générale de l'ONU en mai dernier. 141 pays ont soutenu cet avis. Parmi les 8 qui ont voté contre, vous avez essentiellement des États en guerre actuellement, au détriment du droit international, puis souvent associés à la production et l'exportation d'énergie fossile. Donc l'atténuation, c'est vu comme un devoir. Comment voit-on l'adaptation? Est-ce qu'on ne devrait pas le voir comme un droit et qu'il faille garantir le droit à l'adaptation comme une condition clé, finalement, de la sécurité, de la protection, de la cohésion sociale au sein de nos valeurs républicaines? Je vous remercie. Merci Valérie Masson-Delmotte, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette grande journée et merci à vous de nous avoir suivis en ligne. Merci à vous. Et pour celles et ceux qui sont invités à la visite toute particulière de l'exposition au fond du couloir, eh bien, n'oubliez pas votre invitation.